Bonjour tout le monde, bienvenue à ce rendez-vous Salut. du collectif créatif des territoires. Bonjour Kim, je vois, j'essaye de prendre dans l'ordre Valérie, Kim, Perrine, Patrick, Fanny, Rémi, bienvenue, Véronique, bienvenue aussi. Ravi de vous voir ici. Ce que souvent je propose pour les gens qui se connectent, c'est de pouvoir peut-être mettre dans le chat qui vous êtes, très rapidement, hein, de quel territoire vous venez, et comme ça nous permet de savoir et si vous avez des attentes particulières par rapport à ce webinaire que j'ai la chance d'animer, où on a la chance de recevoir Tania et Corinne qui vont parler de tas de choses dans quelques minutes. Alors, hop, comme d'habitude, je vous propose d'attendre encore jusqu'à 35, le temps que les gens arrivent. Puis ça vous permet de noter les choses dans le chat. Euh, donc, je reprends dans le chat. Que nous dit-on? Kim, chargé de mission, participation pour le conseil départemental de Maine-et-Loire. Patrick, chargé de mission au CODEF de Lorient, Quimperlé, Sud-Bretagne. Bon, voilà, n'hésitez pas à vous présenter, ça fait toujours plaisir. Fanny, chez RIVP, qui est un bailleur social chargé de la RSE et de l'innovation. Bienvenue Fanny. Pauline, chargée de mission expérience usagée, designer à l'Université de Grenoble. Ça va très vite. Rémi, designer du lab Sgar Pays de la Loire. Valérie, connectée depuis Besançon, qui met en place une assemblée citoyenne de circonscription pour sa députée. Perrine de la NCT, qui anime la démarche territoire d'engagement. Hop, hop, hop. Bon, bah, c'est super. Merci à celles et ceux qui ont pu écrire. Et pour les autres, eh bien, ils vont rater un petit peu le début, mais c'est pas grave. Je vous propose de faire une petite intro. Je fais ma petite intro et après je passe la parole à nos invités du jour. Donc, je me présente. Donc, nos intervenants aujourd'hui, donc on a Corinne qui est directrice de programme secteur public pour le groupe La Poste et qui vous parlera tout à l'heure de ses initiatives. Et on a également la courageuse Tania Sayar qui a voilà, une grosse douleur au dos, une hernie, mais qui est là malgré tout pour nous parler de l'hyperproximité, de ce qu'elle mène aussi au sein du groupe La Poste. Et moi, je me présente très rapidement. Donc, je suis Nicolas, cofondateur du collectif créatif des territoires. Je vous le présente pour celles et ceux qui ne le connaissent pas en 15 secondes. Donc, le collectif créatif des territoires, bah, c'est un collectif de praticiens de la participation. Ce qui nous anime, nous, c'est d'animer le changement, d'accélérer les transitions et surtout, ce qu'on aime dans la vie, c'est d'impulser collectivement des démarches qui sont collectives, ambitieuses, engageantes et dont le but, c'est de réunir autour d'un défi local d'intérêt général des gens différents, de d'univers différents pour essayer de trouver des solutions et de les concrétiser sur le terrain. Ce qu'on veut, c'est contribuer à la fabrication de communs, d'accélérer les transitions et puis de travailler sur cette logique du pouvoir d'agir un maximum. Euh, En parallèle, je suis en train également d'accepter les nouvelles personnes qui sont en train d'arriver. Et on a deux modalités d'engagement dans le collectif. La première, c'est qu'on mène des projets concrets de transition et de transformation sur le terrain. Donc voilà, dans le cadre de projets pour des collectivités, des bailleurs, certaines entreprises, comme le groupe La Poste parfois. Et aussi, ce qu'on aime dans le cadre, c'est faire émerger, animer une communauté apprenante, puisqu'on se dit qu'autour de tous ces sujets, on a tout intérêt à apprendre les uns des autres et à partager nos réussites, nos échecs, nos méthodes pour mieux faire participer les gens. Autour de plusieurs sujets qui sont la programmation urbaine, le design de services, l'innovation, la stratégie. Euh, et voilà, je vous enverrai tout ça bien évidemment pour ceux qui veulent plus d'informations. Mais le plus important aujourd'hui à 13h37, c'est qu'on puisse parler et accueillir surtout Corinne et Tania. Peut-être Corinne et Tania, avant de commencer à parler de vos initiatives respectives, que vous puissiez prendre un temps pour
vous présenter et dire ce que vous faites au sein du groupe La Poste. On Corinne? va le faire dans Alors, l'ordre de nos participations, peut-être. Je vais prendre le début. Vas-y. Alors, Tania Sayar, moi, je suis dans le groupe La Poste depuis 15 ans. Et après avoir fait de l'opérationnel, je monte un projet qui s'appelle Place des services, que je gère depuis 5 ans, avec pour objectif, de créer du lien social et de faire vivre les gens autour de ces places des services, depuis le lancement de ce projet. Sachant qu'auparavant, j'avais 15 ans d'expérience en collectivité territoriale. J'ai été directrice générale adjointe, directrice générale de service dans des collectivités de différentes tailles. Et c'est toutes ces valeurs qui m'animent et qui m'ont permis de conduire ce projet Place des services. Corinne, je te passe le micro. dont je me saisis. Et donc moi, Corinne Journy, bonjour à toutes et tous. Je travaille au sein du groupe La Poste. Je te bats, Tania, depuis 20 ans. Et j'ai fait également des allers-retours entre le siège et l'opérationnel. C'est beaucoup pratiqué pour que, j'allais dire, on ne soit jamais hors sol. Et donc, actuellement, je suis au siège du groupe La Poste, où je suis directrice de programme pour le secteur public, et donc en charge de trouver sur le secteur public des solutions innovantes qui portent la transformation du groupe La Poste. Et donc, à ce titre, j'ai développé une solution de concertation citoyenne qui est transverse à l'ensemble des branches du groupe, donc qui implique aussi bien les bureaux de poste que les facteurs, qu'une plateforme numérique. Vous le verrez tout à l'heure, je vous en parlerai un petit peu plus longuement. Bah, merci pour ces rapides introductions toutes les deux. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Nous, en tout cas, avant que de repasser la parole à Tania, l'idée c'est de pouvoir poser des questions à Tania et Corinne pour voir un peu, effectivement, découvrir des choses que le groupe La Poste fait à l'échelle des territoires, qui montrent que tous les acteurs proposent des démarches, des méthodos pour faire participer les habitants. Et donc, là, comme d'habitude, on va avoir un petit temps, 20, 25 minutes, 30 minutes, où Corinne et Tania vont pouvoir nous présenter ce qu'elles font. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et puis après, il y aura un temps assez long d'une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, où toutes et tous autour de la table, vous pourrez, autour de la visio, poser vos questions. Donc, commence avec la première question qui s'adresse à Tania, qui est de dire ben, comment peut-on inventer une nouvelle vie de quartier et des nouveaux services avec les habitants? Tania, je te laisse la parole. Merci. Est-ce que mon écran est arrivé devant vous? Tout va Non, bien pour l'instant, c'est toujours le pour mien, moi. mais je peux arrêter mon partage. Vas-y. Vous voyez la vidéo? Non, on voit pas. Ah, et là, est-ce que vous voyez? Je crois qu'il y a une vidéo qui est apparue. Est-ce que vous la Oui, c'est voyez? bon. Oui, c'est bon. C'est un concept qui a vocation à accompagner les territoires ruraux et à recréer du service au sein des territoires ruraux, mais aussi au sein de certains quartiers de ville. On transforme la poste, d'accord, mais en imaginant la poste de demain, avec modernité. Aujourd'hui, Place des services, c'est le nouveau modèle, le nouveau format de la Poste qui fait bien plus que les services de la Poste. Place des services, c'est assez exceptionnel puisque ça démontre la transformation du groupe à l'œuvre.
Alors, on nous dit qu'il y a petit problème de son. Effectivement, moi, j'ai pas forcément le son, mais je crois que c'est surtout la vidéo. Ouais. Il y a que de la musique, donc vous inquiétez pas. Ok, ça permet surtout de voir ce que c'est et ce qu'il y a dedans. C'est ça. Hop, et je vais la couper là, et je veux bien que tu reprennes la main. Ok. Vous Ah, voyez, vous vous imaginez dans un bureau de poste typique des années 70 avec le guichet, la vitre euh, et le carrelage un peu marron au sol et les barreaux sur les fenêtres. Euh, Ce projet a fait l'objet de réunions avec les habitants, avec les élus. Et aujourd'hui, ce qui compte pour nous, c'est en effet cette méthodologie de concertation qu'on a avec l'ensemble des acteurs avant même d'ouvrir un lieu. Systématiquement, quand on crée une nouvelle place des services, qui est un mixte entre un espace commercial, un tiers-lieu et une conciergerie de quartier. On travaille pour et d'abord avec les habitants. On mène une première réunion publique où le maire va exprimer son souhait de vouloir potentiellement créer une place des services. Je dis bien potentiellement parce qu'en fonction des discussions qu'on aura autour des besoins des habitants, on peut arriver au constat que finalement, il n'y a pas besoin d'ouvrir une place des services. Passé cette première réunion publique, où l'ensemble des habitants a une brève présentation du concept, ensuite, on travaille avec les élus qui ont leur propre vision des besoins pour voir avec eux euh, sur leur territoire, d'après eux, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place dans ce futur tiers. Tania? Tania? Euh, Ah, ça y est, t'es revenu. et d'après eux, qu'est-ce qui manque autour des 6 concepts de la ville du quart d'heure que vous voyez dans la petite bulle en bas à gauche. Se former, travailler, le bien-être, la mobilité, la santé. Et on passe en revue ces six axes pour voir avec eux sur chacun de ces axes, d'après eux, qu'est-ce qui manque dans leur ville ou dans leur village ou dans leur quartier. Une fois qu'on a fait cette première recette, on va travailler avec les habitants. Et là, on cherche des panels d'habitants très différents. Vous voyez des enfants hein, sur certaines de ces photos. On a l'habitude dans les quartiers politiques de la ville de travailler avec des jeunes en moyenne entre 12 et 17 ans. Et on est souvent assez surpris de ce qu'ils nous font remonter comme besoin. Et avec ces panels d'habitants, là, on vient plutôt chercher sous forme de questionnement les causes racines qui permettent de démontrer au quotidien qu'est-ce qui leur manque. Je vous donne un exemple. Souvent, quand on pose la question à des habitants sur une première démarche, qu'est-ce qui vous manque à Beauce-la-Romaine? Ils vont nous dire une ligne de bus, un système de transport, une problématique pour aller au supermarché. Et quand on va chercher la cause racine, en fait, on se rend compte que la mobilité n'est qu'un moyen, mais ça leur manque pas spécialement. S'ils avaient le service de proximité au cœur du village, ils auraient plus besoin de la mobilité. Et donc, systématiquement, on va chercher ces causes racines avec eux et on va exprimer euh, quelle serait un peu leur liste au Père Noël pour créer leur plus belle place des services. Étant donné qu'on est sur du panel extrêmement quantitatif, quand on a fini de mettre en regard le besoin des élus et le besoin des habitants, et qu'on a on est un peu arrivé à la source de ce qui manquerait à Beauce-la-Romaine, eh bien, on complète en envoyant des questionnaires, cette fois-ci très quantitatifs,
à l'ensemble des habitants pour corroborer ce qui s'est dit en groupe de travail. À partir de ça et de toute cette démarche, étant donné qu'on a travaillé avec les habitants euh, sur un temps de projet, régulièrement, on se retrouve avec des gens qui souhaitent être ambassadeurs de la future place des services. Et donc, je vous ai montré la vidéo de Brulon. À Brulon, aujourd'hui, euh, je vous ai dit, ancien bureau de poste, années 70, bien moche, 7 à 8 clients par jour. Aujourd'hui, à Brulon, on est à peu près sur 80 personnes qui viennent tous les jours et on a à peu près entre 15 et 20 ateliers animation qui ont lieu par mois. Cours de philosophie, cours d'anglais, tricot, crochet, ripercussion. On va jusqu'à les amener à choisir leurs meubles, à choisir la couleur de la future place des services. C'est ce qu'on a fait à Saint-Quentin, voire même à choisir le nom du site. À Saint-Quentin, ils l'ont appelé le Moulin des services, parce qu'auparavant, dans ce quartier-là, il y avait un vieux moulin. Hmm. À Brulon, on a 1250 habitants. Ok, c'était la question effectivement de Lorenzo. Voilà un peu la méthode pour déployer ce type de solution. Et du coup, ça nous amène à dire que, alors qu'on est le groupe La Poste et qu'on est un gros groupe, et que quand vous rentrez dans un bureau de poste, ben, tous vos bureaux de poste sont un peu identiques, vous y retrouvez les mêmes choses. Avec Place des Services, au contraire, on n'a pas une place des services qui fonctionne de la même manière, qui a les mêmes horaires, qui gère les mêmes ateliers, les mêmes activités, qui proposent les mêmes services du quotidien. Elles sont toutes complètement différentes. Oui, elles sont toutes personnalisées en fonction du travail d'identification des besoins que vous avez fait sur chacun des territoires. C'est ça? C'est exactement ça. Il y avait une question complémentaire de Patrick Flouriot de Lorient qui demande qui finance le projet, comment c'est financé. Ce dispositif a fait l'objet d'un livre blanc et du coup, il a démontré un certain nombre d'impacts, dont un impact très fort sur le lien social. Hmm, Du coup, on est labellisé sur pas mal de politiques de territoire. Petite ok. ville de demain, Action cœur de ville, reconquête des territoires ruraux. On a un accompagnement de la Banque des territoires avec une subvention d'amorçage. Et donc, ça nous permet déjà d'aller chercher un certain nombre de financements publics pour financer le lancement de départ. Ensuite, le coût de fonctionnement qui correspond à la mise à disposition du lieu et aux horaires du postier régisseur, Hmm, soit sont pris en charge à 100% par la collectivité, hmm. quand ça n'a aucun impact avec notre présence postale et avec nos bureaux de poste. Exemple, à Épône, j'ai un bureau de poste qui est situé à peu près à 500 mètres de ma place des services. Et donc, là, le maire paye la totalité de sa place des services. Par contre, à Brulon, ça a permis d'intégrer à l'intérieur une agence postale communale. Et du coup, c'est toujours le maire qui paye, mais néanmoins, il reçoit l'indemnité de l'agence postale communale en défalque d'une partie du coût. D'accord. Je prends quand même dans le chat aussi, merci Tania pour ces précisions en tout cas sur le financement ou ces cofinancements. Je vois deux, trois questions. Après, s'il y a d'autres questions pour Tania, parce qu'après il faut aussi qu'on passe, que Corinne puisse présenter, on répond déjà à ces prochaines questions et ensuite on pourra le faire à la fin, à l'issue pour les questions globales. Mais je pose les deux dernières questions en tout cas qui sont... C'est des Véronique Michaud de Nantes qui demande les ambassadeurs restent ambassadeurs combien de temps? Et sont-ils rémunérés ou rétribués? Voilà, combien de temps cela leur prend-il? Ils ne sont pas rémunérés, rétribués, on est vraiment sur une forme de bénévolat. Ok. Euh, à Brulon, on a ouvert la place des services il y a bientôt 3 ans.
La prof d'anglais, elle est là depuis le début. Et quand on les interroge, ils nous disent, on ne se sent pas pieds et poings liés parce qu'on n'est pas dans une structure associative. J'ai pas d'obligation. Si j'ai besoin de partir 15 jours pour aller voir mes petits-enfants, ben, je sais que ma postière régisseuse, elle met juste pas d'affiche comme quoi il y a un cours d'anglais dans les 15 jours à venir. Et c'est pas grave. Et c'est remplacé par quelqu'un d'autre qui pourra faire autre chose. Donc, vu qu'ils ne se sentent pas contraints, Hmm. eh bien, ils restent sur la durée du projet. En tout cas, j'ai pas encore eu de gens qui nous ont fui. Ouais, ok. Et le fait d'avoir été aussi impliqué, je pense, dès le début, c'est ce que tu disais, fait Bien qu'ils ont sûr, l'impression d'être un peu plus partie prenante du projet et s'approprier cette place de service pour eux, en fait, pour la vie de quartier. Patrick, qui nous gère le Repair Café à Brulon, il a Hmm. commencé avec un atelier de Repair Café. Et puis, et on lui a acheté son petit matériel pour faire les réparations. Donc, il n'est pas payé, mais néanmoins, tout ce qui lui sert pour réparer, ses outils, son petit poste de soudure, etc., c'est nous qui l'avons acheté. Ok. Aujourd'hui, il a trouvé deux potes et maintenant, on est à quatre ateliers de Repair Café par mois. Il est en train de monter sa communauté autour de lui. Oui, puis il a l'avantage de, parce qu'il y a souvent des problématiques d'accès à des locaux, quand on a sur de l'engagement habitant parfois dans certains quartiers. Là, le lieu est un espace réceptacle pour ceux qui ont envie de lancer des choses aussi, comme Patrick par exemple. Ça. Ouais. Et il y a une question, je rebondis sur la question aussi de Lorenzo qui dit combien de projets à venir, mais peut-être on a envie de savoir combien de projets ont été lancés. Je ne sais pas si tu l'as dit ou j'ai pas entendu. Et combien il y en a potentiellement dans les tuyaux à venir. Aujourd'hui, on en a 23 en activité. Ok. Sachant qu'on a commencé à déployer ces places des services en 2022, après avoir fait une analyse de la première qui a ouvert en 2020. On a travaillé pendant 2 ans pour voir si le modèle tenait la route, si les gens étaient satisfaits, etc. Et on travaille avec l'équipe sur 46 projets. Ok. Wow. Trop bien. Ce que je vous propose, alors hop. Alors si Eva, je prends la dernière, les deux dernières. Après on y va. Comment les partenaires locaux et les associations ont été associés à la démarche? Eva Bockel. Ça fait partie de ces réunions qu'on mène là. Ouais. Exemple, on va en ouvrir une à Nîmes-Pisevin. Je ne sais pas si ce Hmm. quartier vous parle. C'est un quartier de Nîmes, politique de la ville, qui est très très compliqué, sur laquelle l'année dernière, il y a eu un double homicide. Donc on n'y va pas au départ dans ce type de quartier euh, joyeux et voilà, hein. Et nos premières réunions, justement, on a réuni autour de nous toutes les structures associatives du quartier. En tout cas, on les a toutes conviées à une première réunion pour d'abord entendre les structures associatives parce que sur ce quartier-là, elles ont un rôle extrêmement important. Il fallait surtout pas qu'elles imaginent qu'on allait leur faire concurrence. Hmm. On est sur des quartiers qui sont en renouvellement urbain, donc pour lesquels parfois c'est compliqué d'avoir un local, comme tu le disais tout à l'heure, Nicolas. Et donc la future place des services, elle va permettre aussi à ce que des associations puissent monter un peu des projets one-shot en dehors de leur planning habituel de fonctionnement, dans leurs locaux habituels de fonctionnement. Et on essaye systématiquement d'intégrer les acteurs en amont sur d'autres quartiers plus cœur de ville. Ouais. On a systématiquement une réunion avec les commerçants Hmm. pour expliquer aux commerçants ce que ça va être, leur proposer d'utiliser le lieu dans des formats de click and collect, Ouais. mais surtout pas de le voir comme un lieu concurrence. À Châtillon, aujourd'hui, on est à peu près à 150 personnes qui passent tous les jours dans notre place des services. Châtillon dans le 92. Du coup, on est parti d'une vacance commerciale qui était à plus de 50% à aujourd'hui une occupation des cellules commerciales à plus de 95%. Trop bien. Je vois le temps qui passe, je vois les questions. Alors sur Oui, je passe la parole à Corinne parce qu'elle va beaucoup Eva parler et là. Lorenzo, gardez vos questions. On pourra les poser à la fin dans ce grand forum ouvert de la fin. Mais je vous propose qu'on passe à peut-être à la deuxième initiative, puisque là, effectivement, grâce à Tania, on a vu une approche très quali sur des petits groupes dans la logique un peu de design ou de co-conception.
Mais il y a aussi d'autres manières. Là, on est plus, peut-être Corinne, avec se dire comment on implique aussi plus largement les habitants, même les plus éloignés. Et ça, tu vas nous dire pourquoi autour des sujets qui les concernent. Donc là, c'est une autre approche, quelque chose de différent. Tu me dis qu'on passait les slides, Oui, je te fais un petit signe, un Nicolas. petit- Je vais être à la fois synthétique pour laisser la place aux échanges, parce qu'il y a plein de questions sur tous les Ouais. sujets, ce qui est plutôt chouette, mais néanmoins être assez suffisamment précis sur ce qu'on propose. Alors là, ce dont je vais vous parler, c'est une solution de concertation citoyenne que nous avons développée et qui s'adresse aussi bien aux collectivités, on va dire rurales, qu'au département, région, voire même au national. Et le but, Nicolas le disait, c'est ah là, je ne sais pas ce que vous avez, mais moi je n'ai plus un. Je suis revenu. Ça Pardon. y est, ça revient petit à petit. Écoutez, je vais faire sans le temps que les slides reviennent. Tu peux, si tu as récupéré là, voilà. Alors, ce sur quoi je voulais insister sur ce slide-là, c'est que vraiment notre objectif sur cette solution de concertation citoyenne, c'est d'aller chercher la participation la plus importante. Nous, on se fixe une ambition avec les collectivités avec qui on travaille, c'est que au moins 10% de la population ciblée, quelle qu'elle soit, hein, ça peut aller du quartier jusqu'à l'ensemble de la population d'une collectivité, mais qu'on ait au moins 10% de la population qui s'exprime. Jusqu'à présent, on n'a jamais fait moins de 13%. Et cette expression large, on veut la chercher à travers une représentation de tous les profils de citoyens. C'est vraiment notre objectif. Et donc, comment on s'y prend? Si on avance un petit peu, et si on prend les 4 étapes habituelles, Nicolas, c'est voilà. Là, vous avez les 4 étapes habituelles d'un process de concertation. Être conseillé de manière personnalisée, donc ça, c'est ce qu'on peut proposer à la collectivité, et au final, restituer finement les résultats. Première et dernière étape. Je passe très vite là-dessus parce que quelle que soit l'entreprise avec laquelle vous allez travailler, nous ou d'autres, en fait, ces étapes-là, elles sont souvent identiques. Là où la Poste se distingue dans sa proposition des autres, et c'est ça qui m'intéresse de partager avec vous, évidemment, c'est l'étape d'information et de motivation de tous les habitants. Parce que c'est pas si simple à aller chercher 13% d'expression citoyenne. Vous êtes tous, j'ai vu dans les présentations, dans le domaine de la concertation, sous des angles différents. Et vous le savez, nous, on a vu qu'il y avait souvent 5, 6, 8% dans le meilleur des cas. Donc, aller chercher 13% et des profils différents, c'est pas si simple. Aller chercher des citoyens qui s'expriment peu habituellement, c'est pas si simple. Donc, on est très vigilant avec la collectivité sur l'étape d'information. Donner le temps aux citoyens de les mobiliser, de leur expliquer sur quoi on va leur demander de s'exprimer, pourquoi, quel est l'enjeu. Donc, bien prendre ce temps-là avec l'ensemble des citoyens. Une de nos armes fatales dans ce domaine-là, c'est évidemment le facteur, puisqu'on peut mobiliser nos facteurs pour qu'ils aillent en face à face lors de leur tournée habituelle. On organise ces nouveaux services des facteurs, vous le savez probablement, prendre un peu de temps pour aller expliquer aux citoyens, notamment de certains quartiers où c'est plus difficile de mobiliser les gens. On sait géolocaliser tout ça, pour leur expliquer qu'on va les solliciter, comment, pourquoi. Jamais nos facteurs et jamais la Poste ne se mêlent du fond, vous vous en doutez bien, ça c'est pas notre sujet. En revanche, notre sujet, c'est de faire en sorte d'amener le maximum de gens à s'exprimer.
et donc de leur expliquer comment et pourquoi ils vont pouvoir s'exprimer. On s'en tient là et c'est déjà pas mal. Euh, la deuxième étape sur laquelle la Poste est différenciante, c'est qu'elle peut mobiliser non seulement ses facteurs, mais aussi ses bureaux de poste. Comment? Et si on passe au visuel du slide suivant, imaginons qu'on travaille ensemble sur un sujet de politique publique locale, sur lequel vous allez avoir besoin de l'expression des citoyens. Eh bien, pendant un temps donné, 2 semaines, 3 semaines, pas beaucoup plus parce que nous, on mobilise des postiers dans ce cas de figure-là, mais dans le bureau de poste. Et là, on prend bien. Alors, on préfère des bureaux de poste où il y a pas mal de flux. Alors, pas mal de flux, c'est vraiment pas, c'est pas terrible comme expression. Où il y a beaucoup de clients qui viennent dans le bureau. On sollicite pendant le bureau pendant 2, 3 semaines et les postiers du bureau ou un postier en tout cas qui va être ambassadeur et qui va s'installer avec une tablette pour proposer aux citoyens de faire des choix, de s'exprimer dans un coin du bureau qu'on va aménager. Et ça nous donne une possibilité qui est d'aller capter justement cette partie de population qu'il est parfois difficile d'aller chercher, lesquelles, pendant 2 semaines, les 2 premiers mois de chaque, les 2 premières semaines de chaque mois, la Poste distribue des prestations sociales. Vous le savez probablement. Et là, ça nous donne accès à une clientèle qui est plus fragile socialement et qui ne s'exprime pas nécessairement. Eh bien là, nous, on va profiter de ce moment où elle vient dans les bureaux pour leur proposer de s'exprimer. C'est comme ça, en grande partie, qu'on va pouvoir tenir la promesse dont je vous parlais tout à l'heure, qui est celle de faire s'exprimer des citoyens qui habituellement ne s'expriment que peu. Donc voilà, je préférais insister dans la présentation de ce qu'on propose sur ce que la Poste a de différent à proposer. Parce qu'après, évidemment qu'on a une plateforme de participation citoyenne, évidemment que on restitue les résultats de façon plus ou moins précise selon ce que souhaite la collectivité, mais ça, honnêtement, c'est pas là-dessus qu'on se différencie. Donc voilà, on a souhaité, nous, amener la concertation. Alors, il faut que ça soit des projets importants, hein, c'est pas qui nécessitent cette mobilisation-là. Et ça nous a permis, donc, cette solution, elle existe depuis environ 2 ans. On a travaillé avec une quarantaine de collectivités. Et le dernier slide de Nicolas présentait un exemple qui était l'exemple d'une de nos concertations avec la région Occitanie. La région Occitanie, c'est une région qui pratique la concertation depuis bien longtemps, qui ne nous a pas attendus pour pratiquer la concertation. Et elle s'est aperçue que sur un des aspects de la concertation, qui est le budget participatif, elle avait trop peu de citoyens qui faisaient les choix sur les projets qui pouvaient faire l'objet d'un financement de la collectivité. Ce qui est dommage, parce que les projets, ils s'adressaient à l'ensemble des citoyens. C'est pourquoi elle nous a sollicités et on a travaillé avec elle de la façon dont je vous ai présenté pour aller chercher le maximum de votes sur les différents projets qui pouvaient faire l'objet d'un budget participatif. On a mobilisé une quinzaine de bureaux pendant 2 semaines. On a dû pousser même à 3 semaines. Et on a eu au final 16% de la cible qui était visée, qui s'est exprimée plus 30% de participation par rapport aux critères habituels, aux standards habituels de la région. Et surtout, on a pu mobiliser beaucoup plus de femmes ou de populations plus fragiles, de jeunes aussi, sur laquelle la région voulait des expressions parce que le budget participatif s'attachait à la mise en place de projets qui nécessitaient aussi d'avoir cette expression citoyenne-là. Puis quand on décide de proposer un budget sur des projets locaux, il est plus légitime d'avoir un maximum d'expressions possibles. Là, on n'est plus sur un petit panel de citoyens. Ce serait un peu un contresens. Donc voilà comment on travaille avec les collectivités. Moi, j'en reste là. Il y a quelques questions déjà, et puis ça nous laisse du temps pour échanger, pour être sur le dialogue. En tout cas, voilà, ce qui était important pour moi, c'est de partager de quelle façon nous,
on avait abordé la concertation avec notre solution et quels étaient nos éléments différenciants. Et j'ai passé évidemment sur la possibilité qu'on a d'accéder à l'ensemble des boîtes aux lettres qui restent un moyen de communication extrêmement prisé, y compris d'une partie de la population la plus jeune. Voilà, j'espère qu'il était euh, clair. Et je sais pas, je crois qu'il y a des questions du coup, Il y a des Nicolas, questions, qui... il y a des questions, il y a bien sûr il y a des questions. Alors, déjà, il y a un petit témoignage, en tout cas un ajout, c'est Valérie qui nous dit bah, ce rôle des facteurs pour informer me fait aussi penser à l'initiative des voisins malins, qui est une structure effectivement qui propose où les voisins jouent le rôle de tiers de confiance et effectivement sont formés pour aller transmettre des informations Mm. et faire du porte-à-porte. Euh, Mais c'est tout à fait ça. Et les facteurs, vous le savez, alors c'est vrai, c'est d'autant plus vrai en milieu rural. Semi-rural, le facteur, c'est un tiers de confiance. Les gens, ils ont confiance dans leur facteur, ils vont l'écouter. On se demandait si ça allait être la même chose, pour tout vous dire, en milieu plus urbain. Parce que ouais. en milieu plus urbain, je ne sais pas si ceux qui sont dans les grandes villes connaissent leurs facteurs comme le connaissent les gens en milieu rural. Ça marche néanmoins parce que le facteur, il a j'allais dire, c'est monté, qu'il et vont passer 5 minutes avec lui, surtout sur des sujets qui les concernent. Et c'est fait vraiment dans cet esprit. Donc, mais ouais, c'est vraiment, ça peut tout à fait se comparer, c'est la même idée en fait qu'on a pu faire. Voilà. Ouais. Euh, Je vois les autres questions. Alors, il y a Lorenzo qui est toujours beaucoup de questions, mais parce qu'il est curieux, il y a plein de liens. Alors j'essaie de voir les trois questions, puis après, de toute façon, on va pouvoir aussi se parler hein, tous ensemble, ne plus forcément qu'utiliser le chat. Mais je vois, question de Lorenzo, il y en a plusieurs, qui est, afin de financer vos projets, et de me dire, avez-vous pensé à mettre dans la boucle la Fondation La Poste? Alors peut-être la Fondation La Poste, même si elle fait autre chose en fait dans la grande entité, j'imagine que là c'est plus interne au groupe La Poste et la fondation, c'est à côté pour financer d'autres projets par des associations et d'autres structures. la réponse est non, en vérité. Ok. Mais c'est une bonne, c'est une suggestion intéressante parce que je vois, et puis peut-être Lorenzo souhaite Lorenzo? s'exprimer, avec l'écriture pour tous, et c'est totalement dans l'esprit de ce qu'on veut développer, hein. Donc notre solution, elle est work in progress, elle n'est pas fermée, elle n'est pas figée, elle évolue en permanence. Si je prends la parole, Vas-y, Lorenzo. oui, c'est bon pour toi? Bon Ouais, pour vous? ouais. Oui, enfin, pour aller dans ce sens, quand je posais cette question-là, c'est que de ce que j'entends, c'est vraiment une démarche, moi, qui est très pertinente et qui mériterait d'être rendue virale. Et toute la question qui se pose en permanence, c'est souvent, c'est des approches simplement qui sont cantonnées à quelques initiatives, à quelques dizaines peut-être, alors que, comme vous le savez, il y a 36 000 communes en France et il y en a plus de 30 000 qui sont rurales. Et vous connaissez la situation du monde rural actuellement. Je ne vais pas m'étendre à cet endroit. Je pense qu'on est d'accord. Et de ce fait, simplement, ça mérite de voir quelles sont les opportunités qui peuvent se présenter en termes de financement. Donc, du coup, là, c'était un clin d'œil avec la fondation de La Poste, qui me semble, comme tu le faisais remarquer, est tout à fait peut-être un acteur qui pourrait être sollicité, voire privilégié. On peut penser à d'autres démarches, bien entendu. Et puis après, comme c'est déjà le cas, j'ai cru comprendre, en fonction du contexte, ben, de s'adresser à plein d'autres acteurs qui sont dans ce mode de transition. Pour information, si vous ne connaissez pas, il y a un portail qui s'appelle Transiscope, portail web alternative. Il y a plus de Transiscope, il écrit comme microscope, transiscope.org. Il y a plus de 40 000 40 000 enfin, organisations référencées sur la francophonie, donc il y a 30 000, je pense, en France, sur lesquelles on peut s'appuyer pour effectivement appuyer ce genre de dynamique. Parce qu'en fait, sur un territoire, on va voir quels sont tous les différents acteurs qui sont dans des approches alternatives ou de transition, et particulièrement aussi, pourquoi pas, le monde rural. On peut penser au tiers-lieu, à l'Association nationale française de tiers-lieu.
On pourra développer ça à l'occasion. Voilà. Ah, mais carrément, carrément intéressant et, et on est dans la co-construction là, mais nous, ça nous intéresse tout à fait. J'avais une autre question, peut-être en Vas-y, oui, rapport. vas-y Lorenzo, et puis après on laissera aussi. Vas-y pour ta question, vas-y, et après je passerai à Je, Valérie et William qui ont une question aussi. et je reviens à une question que j'ai posée dans le chat. On sait ce qu'il en est des tiers-lieux lorsqu'ils ont été labellisés ou c'est simplement la commune qui a profité des subsides au niveau du gouvernement d'ouvrir un tiers-lieu et puis une municipalité change ou simplement une autre direction et puis hop, d'un coup le tiers-lieu n'a plus d'existence. Et s'il y a des changements de municipalité, qu'est-ce qui se passe? Ça Parce c'est que pour Tania. J'imagine que tu poses la question. Je suis pour C'est pour. Tania. Ouais. Mm. voilà. Eh bien, les deux cas existent, Lorenzo. À Agno, la municipalité n'a pas changé, mais néanmoins, au bout de 4 ans de projet, la municipalité nous a demandé d'arrêter le projet, considérant qu'elle devait réorienter ses fonds publics et faire autre chose, autrement. Pour tout vous dire, l'ancien lieu est devenu un espace avec des casiers consignes et un drive Leclerc. Et du coup, ça permet à la municipalité de récupérer du loyer, des subsides, plutôt que ça lui coûte de l'argent en ayant un tiers-lieu. Donc on voit bien que c'est un changement complet de volonté politique qui est en arrière-plan, alors que c'est la même municipalité. Euh, Ça nous a fait plaisir parce que malgré ce changement de pied, les élus nous ont dit qu'ils n'avaient rien à nous reprocher, ils n'avaient rien à reprocher au postier régisseur et qu'ils sentaient que les habitants étaient néanmoins contents. Juste, c'était un changement de philosophie, un changement de projet. Et quand la fermeture a été connue, on a eu une pétition avec plus de 400 signatures pour garder le lieu ouvert. Donc je me dis que, à ma petite échelle, c'est quand même joli de fermer un lieu dans ces conditions-là. Et puis, à Épône, le maire a eu un problème cardiaque. Donc, un nouveau maire a pris sa suite. Il n'était pas forcément promoteur au projet au lancement. Néanmoins, il est venu voir, il a observé. Et aujourd'hui, le site se poursuit. Et il n'est pas du tout dans une optique de vouloir le transformer. Donc, on se rend bien compte que les équipes peuvent changer et les projets peuvent rester, et les équipes peuvent être les mêmes et les projets peuvent néanmoins changer. Et je dirais que ça, c'est la vie des projets. On Euh, saurait comment anticiper ce genre de situation, d'avoir un plan B immédiatement ou en tout cas un modèle économique pour éviter ce genre de choses qui risquent de se répéter inévitablement. hmm, Aujourd'hui, des tiers-lieux qui fonctionnent sans subvention publique, moi personnellement, j'en connais pas. Ou alors, les seuls que je connaisse, c'est des systèmes style Darwin à Bordeaux, hmm. mais qui pour moi sont plus des tiers-lieux, sont des espaces type Disney purement économiques qui tournent parce que ils louent du coworking, ils font de l'événement, etc., etc., et ils sont créés un modèle business. Je vois, il y a William, tu avais une question. Est-ce que William est revenu? Ouais, tu avais une question, je crois, pour Corinne. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, j'avais une question bah, aussi en lien avec la question bassement économique, mais savoir du coup quel était le seuil minimum en termes de panels et de coûts pour que la Poste mette en place son offre de service concertation. Alors, il n'y a pas de seuil, il y a pas de seuil minimum en fait, William, mais et le coût, j'ai vu que ça devait être vous qui posiez la question. Je vais avoir du mal à vous donner un coût par, par habitant parce que ça dépend de ce que la collectivité elle va choisir. Je vais vous donner un exemple. Euh, on a développé une plateforme. Tout ça s'appuie aussi sur une plateforme de concertation citoyenne qu'on a développée. On l'a développée avec Cap Collectif.
qui est une civic tech qui travaille depuis longtemps dans le domaine de la concertation citoyenne qu'on a choisi pour plein de raisons. Mais parfois, il y a des collectivités qui nous disent, mais nous, on a déjà notre plateforme, on va pas en prendre une nouvelle alors qu'on a déjà notre plateforme, parce que ça implique des coûts. Si la collectivité a déjà sa plateforme, nous, on va travailler avec la plateforme en place de la collectivité. Et donc, ça fait, j'allais dire, un coût en moins. Je prends l'exemple des bureaux de poste. Pendant 2 semaines, les 2 premières semaines du mois, on mobilise donc un bureau de poste avec toutes les personnes qui rentrent dans un bureau de poste et qui sont d'un panel très large hein, dans un bureau de poste, surtout ceux qui ont le plus de fréquentation. Ça va des personnes fragiles socialement, mais ça va jusqu'au CSP+, à l'entrepreneur de proximité. Donc, on donne accès à tout ce panel de citoyens. Soit c'est un postier qui est mobilisé, et dans ce cas-là, ça a un coût plus important, évidemment, vous vous en doutez. Je vous donnerai 2 ou 3 repères quand même, je ne veux pas fuir l'obstacle non plus. Mais soit vous faites avec un postier, soit il y a des collectivités qui nous disent, mais Madame Journy, nous, on a des contrats aidés Donc, on peut mobiliser quelqu'un de chez nous. Est-ce que cette personne de chez nous va pouvoir accéder au bureau de poste? Et dans ce cas-là, on donne l'accès au bureau de poste. Donc, il y a une partie, on va dire, location de l'espace bureau de poste et accès à ce panel de citoyens. Et pour 2 semaines, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, c'est 800 euros pour accéder pendant 2 semaines à ce panel citoyen et accéder au bureau de poste. Et si vous avez besoin d'un postier qui va travailler exclusivement sur la concertation 20 heures par semaine, chaque semaine, c'est approximativement 800 euros. Je ne vous fais pas un devis, hein, c'est des repères que je vous donne, puisque vous les avez demandés. Voilà. La plateforme, bah, ça dépend si vous avez votre propre plateforme ou si vous aurez besoin d'accéder à la plateforme Cap Collectif. Donc, voilà. Et notre solution, c'est pas, on ne prend pas tout de A à Z. Il y a le choix qui est fait en première étape entre la Poste et la collectivité de ceux qu'on va mobiliser. Euh, Certains ne mobilisent pas les facteurs, par exemple. C'est leur choix. Ils préfèrent juste mettre une lettre très officielle en bureau de poste, en boîte aux lettres. Donc voilà, voilà pourquoi je ne peux pas être plus précise. Je vous ai donné le tarif bureau de poste parce que vraiment le bureau de poste avec les facteurs, c'est ce qui est le plus entre guillemets efficace pour mobiliser sur des sujets la population dans l'esprit qui est le nôtre. Euh, voilà ce que je pouvais vous en dire, William, sur les repères chiffrés. Merci. Lorenzo, j'ai vu que tu levais la main, mais il y a Valérie qui avait, je crois, posé une question effectivement dans le chat. Et je me souviens aussi que Eva avait posé une question également, mais pour Tania. Donc d'abord Valérie, je crois que c'était une question à Corinne. C'était pas vraiment une question, c'était juste pour être sûr d'avoir bien compris que vous pouvez donc mobiliser les habitants par 3 moyens: l'accès aux boîtes aux lettres, l'échange en face à face avec le facteur, hein, et la venue en bureau de poste quand les gens viennent en bureau de poste. C'est bien ça? C'est bien ça. Ce sont nos moyens différenciants par rapport aux autres collectivités. Ce sur quoi je ne me suis pas attardée, en fait, Valérie, c'est le fait que nous avons, enfin, si j'ai été amenée à vous le dire, une plateforme numérique qui permet d'avoir accès à toutes j'allais dire, les propositions de base de la concertation, questionnaire, boîte à idées, carte interactive, etc. On l'a bien sûr sur la plateforme qui est la nôtre et celle de Cap Collectif. Et on insiste aussi pour qu'il y ait un retour aux citoyens à un moment donné de leur expression. J'allais dire, c'est de façon plus ou moins détaillée, c'est la collectivité qui le décide, mais c'est important pour nous parce que les citoyens ont vu, même si on n'est jamais rentré dans le fond du sujet, ont vu des facteurs, ont vu un bureau de poste, donc ont été mobilisés. Et si jamais ils n'ont pas de retour suffisamment, on va dire, massif sur ce que a fait la collectivité de leurs propositions, eh ben, en fait, les citoyens ils interpellent nos postiers en disant qu'est-ce que ça a donné? Vous nous demandez votre avis, il ne se passe rien. Et donc, les pauvres, ils se font un petit peu, ils se font un petit peu prendre à partie. Donc, comme on a le souci, dès le début,
on convient avec la collectivité que voilà, on va le faire d'une certaine façon ensemble et on se met d'accord là-dessus. Mais vous avez bien compris, nous, on est capable de mobiliser par ces trois voies-là de façon plus massive et plus large. Du coup, si vous avez aussi répondu à la question que j'avais derrière ma question, qui était quid des retours en fait, parce que quand on a été mobilisé par un tiers de confiance, Bien si on n'a sûr, pas de retour sur ce qui s'est passé, le, ah bah l'interpellation et la rancœur peut être d'autant mais plus bien forte. sûr, vis-à-vis de la Du coup, je me demandais collectivité si, et vis-à-vis de la Poste, et ils nous surtout mettent dans le vis-à-vis même. du facteur, Mais oui, exactement. Ouais. ils nous mettent dans le même sac. Et Alors, comment est-ce que c'est fait? Souvent, nous, euh, soit c'est la collectivité qui, par le biais de ses moyens habituels de communication, va le prendre en charge, mais de façon massive, soit elle propose la collectivité un dépliant qui va être distribué ou mis à disposition dans le bureau de poste qui a été mobilisé. Ou alors une affiche pour expliquer que tant de gens se sont mobilisés, que c'est super, que voilà deux ou trois éléments que la collectivité va faire ressortir. Donc ça, on l'étudie toujours pour qu'il y ait un retour et que les citoyens, en plus, ils soient motivés pour la prochaine fois aussi, hein, et qu'ils n'aient pas bien l'impression qu'on sûr. se fiche d'eux. Voilà. Ok, merci. On repasse à Place des Services avec Eva. Je crois qu'il y avait une question effectivement auprès de Tania en termes de services proposés. Ouais. Tout à fait. C'était surtout ça la question, c'est de savoir au niveau de la place des services, quelles sont les actions proposées. Est-ce que vous faites de l'accès au droit ou autre action? Enfin, j'imagine que vous vous installez peut-être dans des communes qui sont dépourvues de structures d'animation de la vie sociale, comme centre social ou espace de vie sociale, qui peuvent proposer par exemple de l'accompagnement à l'accès au droit, enfin voilà, par un conseiller numérique, ou est-ce que vous installez là où il y a des maisons France Service? Enfin voilà, je sais pas jusqu'où ça va, et ça rejoint un peu la question que j'avais posée au tout départ, qui était bah, quel lien vous avez avec les partenaires locaux qui eux aussi agissent sur la place des habitants, qui vont mobiliser, favoriser le pouvoir d'agir des habitants. Donc voilà, quel est le lien enfin, qu'est-ce que vous proposez et quel lien vous avez avec les partenaires? Aujourd'hui, je crois que je n'ai encore jamais dit non sur un service à une collectivité. Hormis de faire les cartes d'identité et les passeports à sa place, parce que ça, réglementairement, ça reste un agent de la collectivité habilité par le maire. Ça veut dire que sur nos places des services, pour vous faire un peu de bench, à Rigvire, on a les infirmières qui viennent et on a de la téléconsultation médicale, mais on a également 26 agriculteurs locaux et 10 vignerons qui ont créé avec nous un point alimentaire territorial en circuit court. À Orléans, on est associé avec une maison France Service et donc Ok. on retrouve la totalité du dispositif France Service avec les 14 opérateurs des France Service. Et à ça, on y a ajouté du prêt d'objets du quotidien, un îlot numérique pour pouvoir faire ses démarches administratives tout seul, la possibilité de venir papoter à place des services sans rien avoir envie, sans rien avoir à faire. À Saint-Quentin, on est en partenariat avec les travailleurs sociaux, la PMI, euh, plus une permanence de la police municipale le lundi matin. Et ça permet du coup d'avoir un espace très divers avec des publics très différents qui se croisent, ce qui fait que quand les gens poussent la porte de la place des services, on ne sait jamais, on ne les catalogue pas, on ne les discrimine pas parce qu'on ne sait jamais pourquoi ils vont rentrer et qu'est-ce qu'ils vont faire sur place. À Brulon, vous l'avez vu, hein, on a beaucoup d'ateliers d'animation parce qu'en effet, on est sur un lieu, une commune où il n'y avait pas de centre social municipal, pas d'espace de vie sociale, et à tel point que la CAF s'est rapprochée de nous pour pouvoir labelliser le dispositif espace de vie sociale, Oui. Et- ce qui permet du coup d'obtenir les 25 000 euros Ah pour oui. bénéficier du fonctionnement du dispositif. Et du coup, je me permets de rebondir sur votre dernière information. Ça veut dire que
la CAF a tout de même financé, même si c'est pas une association, même si vous n'êtes pas une association. Parce que, Oui, enfin, parce qu'ils sont venus me voir enfin, et la labellisation, ouais, EVS, c'est l'initiative d'habitants portée par des habitants. Et donc là, comment vous avez justifié ça auprès de la CAF eh bien, ils se sur... sont bien rendus compte que nous, on jouait ce rôle d'orchestrateur, Ok. mais qu'en arrière-plan, c'était bien que des ambassadeurs, des habitants sur leurs initiatives Ouais, propres, et ok. que passer le fait d'installer les tables et chaises, de préparer le jus d'orange et de faire en sorte que les ateliers se passent bien, bah, c'était bien les habitants qui étaient acteurs de leur place des services. Ouais, ok. Ok. Je vois des Si. questions en plus là qui sont. Pardon, vas-y Eva, si tu veux poursuivre. Non, non, c'est tout. Merci. À Cheval Blanc, à Avignon, on intervient dans une résidence inclusive gérée par la DMR tous les jeudis matins. Et là, on fait de l'accompagnement numérique. On accompagne les personnes âgées à aller chercher leur chèque énergie, à faire leurs démarches administratives, à refaire une adresse mail parce qu'elles l'ont perdue pour la 51e fois, à remettre à jour une application mobile sur leur smartphone qu'elles ne savent pas faire, etc., etc. On parlait d'Epône tout à l'heure. À Épône, il n'y a pas de commerce de proximité alors qu'on est sur une commune de 6500 habitants. On a trois commerces, une boulangerie, un petit bar PMU et une laverie. Et du coup, dans cette place des services, aujourd'hui, on a à peu près 25 boutiques éphémères, à tel point qu'à partir de cet exemple, on est en train de signer un partenariat avec l'ADI, l'association du microcrédit, pour que systématiquement, quand l'ADI accompagne des opérateurs, enfin des gens à créer leur micro-entreprise, eh bien, ils puissent utiliser gracieusement nos lieux pour mettre en valeur leur autoproduction, pour se faire connaître et pour se faciliter la vie en vendant leurs produits. Merci beaucoup. Alors, je dis pas que ça va forcément terminer, c'est juste que je vois que des gens sont en train de partir, donc il y en a peut-être qui ont 5 6 minutes de plus et d'autres qui sont en train de partir. Je dis juste pour merci, mille merci à celles et ceux qui sont venus. N'hésitez pas à mettre dans le chat vos adresses email si vous voulez qu'on vous envoie et le support qu'on a présenté là et éventuellement le replay qu'on pourra vous envoyer. Donc mettez dans le chat les adresses email et bien sûr comme ça on reste en contact. Certaines et certains reçoivent déjà ma newsletter aussi et d'autres choses du collectif. Inscrivez-vous sur la page LinkedIn, c'est là où on annonce nos futurs événements, nos temps de rencontres. Et évidemment si vous avez des projets comme ceux de Corinne et de Tania, bah, faites-nous en part parce qu'on est toujours content de les mettre en avant. Ça nous, voilà, ça nous connecte et ça nous donne des idées de liens. Alors, c'était pas pour clôturer, hein, mais c'était voilà, pour éventuellement, s'il y a encore quelques questions, une ou deux questions peut-être, parce que je sais que Corinne aussi et Tania, surtout Tania va pouvoir se reposer aussi après. Euh, voilà, peut-être Lorenzo, une dernière question et encore une courte. Et puis on essaye de clôturer vers 35, 36 pour pas prendre trop de temps à chacun. Vas-y Déjà, Lorenzo, merci déjà, beaucoup. merci au collectif Créativité Territoire et à toi, Nicolas, pour cette invitation. Moi, je trouve que la Poste est vraiment au bon endroit, surtout en ce moment, et qu'il y a vraiment plein de choses à imaginer. Donc, Corinne, moi, je suis à ta disposition, enfin, et avec, bien entendu, nos amis du collectif Créativité Territoire, puisque je participe à une dynamique dont une des personnes du collectif Créativité Territoire fait partie, c'est le commun d'accompagnement étranger. Ça pour dire que, enfin, moi j'ai plein de questions, donc je vais pas monopoliser la parole s'il y a d'autres personnes qui veulent en parler, mais très volontiers pour reprendre rendez-vous en visio avec toi, avec Corinne et Eva, c'est ça, la deuxième personne. Mm. Plein, enfin, tout ce que j'ai posé, enfin, il y a certaines questions que j'ai posées qui sont dans le chat, donc Et c'est voilà. sûr que par rapport à votre démarche du consortium d'accompagnement des transitions avec l'ADEME et voilà, sur ces méthodos d'intelligence collective en open source, il y a sans doute des choses à faire en lien avec ce que la Poste peut proposer dans la mobilisation, qui est un enjeu clé dans nos démarches de participation et d'intelligence collective. Donc je laisse la parole à
Merci et encore une fois et à très bientôt. Merci. Eva, non, je te voyais. Est-ce que tu Euh, as... ouais, merci beaucoup pour ces deux présentations. C'est des super dispositifs et ça fait écho avec pas mal avec ce qu'on est en train de mener sur le territoire et l'accompagnement des habitants à développer un espace de vie sociale. Donc je me dis clairement ça pourrait rentrer dans, enfin voilà, de créer ce lien-là. Enfin voilà, faut que j'en discute avec l'équipe et avec les élus, mais ça pourrait être complètement pertinent. Je Donc, mettrai et avec les les habitants. adresses mail de Corinne et de Tania. Enfin, si vous êtes d'accord, hein, Corinne et Tania, pas forcément sur le Bien support à la sûr. Bien fin, sûr. qu'on puisse avoir vos adresses mail pour que ceux qui étaient là puissent éventuellement vous recontacter. Ouais, cool, complètement. Merci beaucoup. Merci. Eva. Est-ce qu'il y a une Merci à dernière tous. question, une dernière réaction euh, avant que nous clôturions ce webinaire super intéressant? On a appris plein de trucs. Ah si, moi j'en avais une. Il y a une question qui a été posée très très haut dans le chat. C'était pour Tania sur la méthodo. Alors je sais que maintenant, est-ce que vous avez été accompagné? Est-ce que c'est plutôt une méthode internalisée maintenant d'intelligence collective et de design, de co-conception? Dis-nous tout. Au tout début, on a été accompagnés. On a travaillé entre autres avec l'école du design de Nantes Hmm. parce qu'on avait des idées, mais que c'était pas forcément bien processé, je vais le dire comme ça. Sur les premiers focus group, comme tout le monde, on s'est planté. On n'a pas su tenir le groupe, on n'avait pas les bons retours qui allaient bien, nos questions, elles n'étaient pas forcément assez incisives, on n'allait pas à la cause racine, etc., etc. Et donc, bah, on a fait les mêmes erreurs que tout le monde, hein. Et aujourd'hui, ça fait allez, 4-5 ans maintenant qu'on fait du focus group. Et en moyenne, on en fait 4-5 par mois. Donc, on commence à bien maîtriser les sujets. Et je pense qu'on fait beaucoup moins d'erreurs qu'au tout début. Bah merci Tania, effectivement. C'est processé quoi. Itéré. Ouais, Mais intéressant les collaborations avec les écoles de designers entre autres. Écoles de design, il y a plein de choses à faire entre eux et les territoires. Ils ont plein de bonnes idées, souvent les étudiants. ouais, ouais, ouais. Bien écoutez, merci, mille merci Corinne et Tania. Merci à toi. Ah, il y a une ultime question et après on finit. Pauline qui demande comment les services s'adaptent au fur et à mesure et comment les accompagnez-vous. Je pense que c'est aussi lié à sa question qu'elle avait posée tout à l'heure sur si les services trouvent pas preneur, est-ce que ça change? Enfin, en 30 secondes, Tania, est-ce Ouais. que là-dessus, ça se fait au fil de l'eau? Ça se fait au fil de l'eau. Exemple, quand on a ouvert Châtillon dans le 92, on était en 2020. Le site, il était très orienté autour des ateliers, des animations, etc. Puis au bout d'un moment, les gens, ils se connaissaient bien, ils venaient moins aux ateliers, ils venaient plus papoter, prendre un café et s'arrêter que faire vraiment un atelier animation. Par contre, le vélo a commencé à se développer. Et donc, on a commencé à être point dépôt-retrait pour la région Île-de-France Véligo. Et puis, quand les gens ils sont arrivés au bout de leur premier contrat, ils nous ont dit, non, mais en fait, après, on pourrait acheter les vélos. Et donc, on s'est mis en lien avec un dépositaire et on a vendu les premiers vélos reconditionnés électriques. Puis, au bout d'un moment, ils nous ont dit, putain, c'est bien ce vélo, hein. Mais franchement, j'ai crevé 3 fois dans l'appart, c'est la galère, quoi. Et du coup, en bas, à la place des services, on leur a mis quelques outils et on leur permet de venir réparer la rustine. Ça se fait au fil Et de l'eau. c'est ce fonctionnement avec ce collectif d'habitants tout le temps qui nous fait remonter toutes les bonnes idées en continu qui fait que bah, les services évoluent. Vous m'auriez dit en 2020 qu'on aurait fait réparation de vélo à Châtillon. Je vous aurais dit mais n'importe quoi, je suis pas réparateur de vélo, moi. Il y a des associations exprès pour ça. Ok, donc effectivement, une évolution au fil de l'eau, au fil des remontées habitantes et des expériences vécues par les gens du quartier. Bah écoutez, merci, je l'ai déjà dit, mais là, merci. On clôture, il est 37. Merci Corinne, merci Tania, merci à toutes celles et ceux qui étaient connectés. Et puis on vous dit avec le collectif à très bientôt. Alors jeudi, il y a un autre webinaire qui est organisé sur un collectif d'habitants. Mais pour les futurs webinaires, suivez-nous sur LinkedIn. Et puis merci pour ces partages et à très bientôt. Au revoir Merci tout à le tous monde. pour Au toutes vos revoir. questions, Merci, c'était Nicolas. génial. Au revoir. Merci, au revoir.